Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre hebdomadaire tribune de débat, de commentaires et d'analyse des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, ce sont des hommes des médias, des analystes avec eux. Donc nous refaisons l'actualité pour vous et nous vous permettons également d'intervenir pour donner votre point de vue sur ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets au plan national exclusivement. Premièrement, nous parlerons de cette sortie des anciens chefs d'État, Michel Kafando et Jean-Baptiste Ouédraogo, qui ont lancé un appel et en tout cas ont évoqué la réconciliation nationale. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Et puis, second sujet, on parlera de la situation sécuritaire nationale avec toujours une pointe qui se matérialise par des déplacements massifs de population à l'est et aussi au nord dans le Yatenga et puis des fermetures d'écoles. Nous allons revenir sur ces éléments-là et puis nous terminerons en troisième position avec la création des partis. Donc on parlera déjà de l'UNIR MPS, donc la fusion de l'UNIR PS et du MPS et puis également du lancement du RPD, le nouveau parti de Luc Adolphe Thiaw, l'ancien Premier ministre. Avec mes invités, nous allons donc faire le tour de toutes ces questions-là. Je suis avec Lengani Issaka. Lengani Issaka est journaliste, le directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Konsebo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum Alternatif des Citoyens. Merci d'être là. Et puis, juste à la gauche d'Évariste, Vokuma Joachim, il est donc journaliste directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokuma. Et puis enfin, dernier invité, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Bonjour à vous. On commence tout de suite partie d'État. Jean-Baptiste Ouédraogo, Michel Kafando, vous aurez remarqué, en tout cas dans leur test, leur déclaration, ils font appel, ils disent ceci, les anciens chefs d'État, à la lumière donc, du constat qu'ils ont décrit du contexte national, lancent un appel pressant à tous les patriotes pour qu'ils adhèrent pleinement aux décisions qui seront prises par le chef de l'État, en qui la confiance du peuple a été largement réaffirmée lors de la présidentielle du 22 novembre 2020. Parmi ces décisions, l'État d'urgence décrété dans 14 des 45 provinces, les régions concernées par la mesure étant, etc., les chefs d'État disent que cette situation pourrait progresser pour devenir l'état de siège, par exemple, et qu'il faudrait que les Burkinabés adhèrent à ces décisions du chef de l'État. Alors, je vais vous laisser commenter, André Eugène Ilboudo, cette sortie des anciens chefs d'État. Est-ce que ça voudrait dire que la situation est suffisamment alarmante? Bien heureux celui qui pourrait dire le contraire. Je crois que ça fait plusieurs années que nous sommes dans une situation où personne n'est heureux de ce qui nous arrive. Si vous regardez la carte de notre pays, si ce n'est pas le gouvernement qui décrète l'état de siège, ce sont les autres qui décrètent l'état de siège puisqu'ils nous en servent et qui nous entourent. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous risquons même de ne plus exister. Donc, j'ai bien lu l'appel des deux anciens chefs d'État qui nous demandent de nous resserrer, mais nous resserrer autour de qui? Nous resserrer autour de quoi? J'ai l'impression qu'on a eu une bataille, mais on n'a pas de général. Et je crois que si, effectivement, eux, ils savent ce qu'on doit nous demander, qu'ils nous le demandent franchement. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Burkinabé qui aime ce pays-là, qui va rechigner à ce que nous fassions en sorte que nous retrouvions notre pays. Donc, cet appel-là, on le lance et je ne pense pas que quelqu'un va dire. J'ai lu, il parle de deux choses. Il parle de la réconciliation nationale, il parle du terrorisme. Ce sont les deux points sur lesquels ils sont attaqués. Bon, je crois que la réconciliation nationale, c'est un jouet avec lequel tout le monde s'amuse. Mais le terrorisme, ce n'est pas un jouet, puisque c'est tous les jours que nous vivons ces Justement, à juste titre, ils ont par exemple dit que ils ont appelé les Burkinabés à adhérer à certaines décisions graves, notamment l'état de siège que le président viendrait à décréter dans les régions concernées par justement le terrorisme. Est-ce que cette proposition, par exemple... J'imagine qu'en tant qu'ancien chef d'État, peut-être qu'ils sont langues avec l'actuel chef de l'État et certainement qu'ils savent par l'avance que l'actuel chef d'État va décréter. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas aucun... Si aujourd'hui un Burkinabé sort et nous dit, par rapport à notre pays, voilà ce que je pense être la solution.
Parce que tout le monde cherche la solution. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi je pense que c'est ça la solution pour notre pays, et quelqu'un va dire qu'il n'adhère pas. Ce que nous cherchons, c'est quelqu'un qui veut nous proposer quelque chose, qui veut nous proposer une stratégie pour qu'on recouvre notre pays, pour qu'on recouvre la paix, pour qu'on recouvre l'équité de notre pays. Parce que vous êtes en train de regardez, bon, vous avez fait un travail là-dessus, vous avez même écrit là-dessus. Et demi, il y a 2 ans, ce qui nous restait comme proportion de terre, aujourd'hui, ça vaut encore ça. Notre pays est en train de finir. D'accord. Alors, pour rester sur les propositions ou les propos des chefs d'État, des anciens chefs d'État bien sûr, ils ont manifesté un soutien au président du Faso, bien sûr en demandant au Burkina d'adhérer, d'avoir confiance en lui. Ils ont aussi maintenu, dans le cadre de la réconciliation, ils ont apporté toujours un maintien, le soutien au triptyque vérité, justice et réconciliation, qu'ils estiment être la logique par laquelle on pourrait aboutir à la réconciliation. Oui. Bon, moi je m'attendais, quand j'ai vu l'appel des anciens chefs d'État, je m'attendais à un texte où il y aurait vraiment des propositions audacieuses. Ce que je n'ai pas vu. Bon, l'état du siège, les gens de l'Est l'avaient déjà demandé publiquement. Ils demandent à ce qu'éventuellement l'état du siège soit étendu sur toutes les régions où le niveau de sécurité a atteint des degrés balèzes. Bon, à part ça, la repentance, le pardon, la réparation, bon, ils demandent de s'aligner sur l'agenda du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, qui est basé sur la vérité, la justice et la réconciliation. Bon, c'est pas nouveau. Ça, c'est le chemin que le chef de l'État lui-même avait tracé lors de la campagne électorale et qui se matérialise avec la nomination du ministre d'État. Donc, ça, c'est pas nouveau. Le texte est parsemé d'appels de façon, comment dire, de façon générale, hein, surmonter nos différences. Mais en tant que les anciens chefs d'État, quand ils le disent, ça veut dire que c'est grave. Quand ils disent par exemple qu'il faut, ils appellent à un moment crucial. C'est ce que ça veut dire. Oui, bon, mais je pense que ça déjà on le savait. On sait bien qu'il faut se réunir, qu'il faut surmonter nos divergences, qu'il faut arrêter les petites querelles, qu'il faut enlever les divergences idéologiques, politiques, qu'il faut surmonter les querelles anciennes, qu'il faut apaiser les cœurs. Tout ça, c'est pas... On le sait, peut-être avec le statut d'ancien chef d'État, ça prend peut-être une autre tournure, une autre dimension, mais ça, on le savait. Donc il n'y a rien, pour moi, je n'ai pas vu quelque chose de particulièrement audacieux, quelque chose qui secoue les Burkinabés. Voilà. Je m'attendais à un texte, pas, je veux dire, qui va créer la psychose, mais au moins qui secoue les Burkinabés pour qu'ils se rendent compte effectivement que la situation est grave, comme l'a dit Eugène Ilboudou. C'est vrai que quand on est à Ouaga, on est tranquille. D'accord. Mais il faut quitter. Non, je ne sais pas comment on peut faire, mais il faut que les gens quittent souvent Ouaga pour aller vers Ouayouguia. Hein, juste après Kaya à Bassalgo, ils vont voir ce qui se passe. Qu'ils aillent jusqu'à 20 km de Fada, ils vont voir ce qui se passe. Qu'ils aillent vers le Sourou, ils verront ce qui se passe. À ce moment-là, je pense que l'insouciance qui semble caractériser les citadins là va peut-être s'améliser et qui vont prendre conscience que effectivement le pays actuellement est en danger. D'accord. Et que si on continue comme ça, on va se réveiller un matin avec la gueule de bois. On aura le second sujet qui est un peu plus axé sur la sécurité. Ici, c'est vraiment la démarche des anciens chefs d'État, le contenu, et puis bon, bien entendu, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de plus au niveau, bien sûr, de la réconciliation. D'ailleurs, quand on lit le texte, on voit que les anciens chefs d'État n'ont pas pipé mot, par exemple, de la question des exilés politiques. Oui, parce qu'il y a même 2 d'entre eux qui sont exilés. Et moi, bon, je suis comme mes 2 prédécesseurs, je dis que on ne voit rien dedans. C'est-à-dire, de mon point de vue, ils auraient pu économiser sincèrement cette sortie. Parce que quand des anciens chefs d'État sortent dans une situation aussi dramatique, ce n'est pas pour nous dire un discours que nous entendons depuis 5 ans. Moi, je crois. La situation est vraiment grave pour que 2 anciens chefs d'État se mettent ensemble
pour nous sortir qu'il faut vérité, justice, réconciliation, qu'il faut le pardon, qu'il faut la paix, qu'il faut l'unité. Je pense qu'on a dépassé ça. Comme l'a dit Boukouma, ce dont on a besoin aujourd'hui, surtout à ce niveau, c'est d'un électrochoc. Quelque chose qui dise aux Burkinabés, écoutez, vous êtes à un niveau où, si vous ne réagissez pas, vous allez perdre le pays que nous avons eu à gouverner. Dans la paix, dans la sécurité, avec toutes nos insuffisances, mais on vous a laissé quand même un pays avec des atouts. Au lieu de cela, ils nous ont sorti. Moi, en dehors de votre interpellation sur le sujet, moi, je n'ai pas entendu quelqu'un parler en dehors de Diko, Aruna Diko, qui a donné son avis là-dessus. Plat total, ignorance totale, ça veut dire que c'est une sortie inopportune. Il faut avoir le courage des mots. Et même entre eux, anciens chefs d'État, ils sont 4. S'ils sont incapables de sortir un texte ensemble, dans la situation où le pays est en train de disparaître, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que même à ce niveau, on est incapable en tant que Burkinabé de trouver les ressorts pour se parler. Mais si les autres sont hors du pays, ils n'ont qu'à... C'est ceux qui sont là qui doivent parler. Oui, mais il faut s'arranger pour se parler. Parce qu'il s'agit quand même de l'avenir de ce pays. Ce n'est même plus l'avenir, de la survie de ce pays. Comment est-ce que 4 anciens... Moi, je suis convaincu que si ce texte était parvenu aux 2 autres, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas signé. Je ne vois pas qu'est-ce qui les blesse dedans. Peut-être qu'ils auraient fait d'autres contributions. Est-ce qu'ils ont été approchés? Je ne sais pas. Mais s'ils n'ont pas été approchés, ça veut dire que ce pays est toujours fracturé. Mais si on regarde un peu quand même les chefs d'État, en brisant le silence, il y a des messages qui peuvent, sans dire, qui disent long. Par exemple, ils ne disent pas certaines choses, mais le fait déjà de sortir et d'exprimer, est-ce que cela n'est pas déjà quelque chose? Oui, ils ajoutent la psychose à la psychose. Ça veut dire qu'on sait que s'ils sortent, ça veut dire que c'est très grave. Ça, c'est évident. S'ils sortent, c'est que c'est très grave. Mais si c'est très grave là, faites-nous des propositions. Ne nous dites pas d'obéir au chef de l'État qui a été démocratiquement élu. Est-ce qu'on a besoin d'un ancien chef d'État pour nous dire qu'il faut obéir au président de Faso s'il décrète l'état d'urgence ou bien s'il décrète l'état de siège? L'état de siège. On n'a pas le choix. Donc moi, je n'ai pas besoin d'un ancien président pour me dire ça. Je dis, la sortie est bien, mais elle fait plus de mal, de mon point de vue, qu'elle n'apporte de solution, parce qu'il aurait fallu qu'ils aillent au-delà du discours du discours ambiant. C'est comme s'ils avaient envoyé leur texte là à Roch-Marc Christian Kaboré pour qu'ils paraphent en bas avant de signer eux-mêmes. Je dis non, ils auraient dû avoir le courage de faire des propositions honnêtes. Et je sais que le président Jean-Baptiste est un homme courageux. On l'a vu sur la transition, il a fait des propositions hardies qui n'ont pas été suivies. Et voilà où ça nous a amenés, notamment sur la suppression du RSP et autres. Voilà où ça nous a amenés. Pourquoi aujourd'hui, il roule comme avec le frein à main? Moi, je dis non. On est dans une situation où il faut effectivement que le pays se ressaisisse. D'accord. Évariste Konsebo. Comme vous tous, d'abord j'ai vu le titre, donc j'étais très très pressé de voir le contenu. Je me suis dit ouf, enfin. Mais je suis resté un peu sur ma soif. Lengani parlait de courage, mais bon, un message à 2. D'abord, le fait que ce soit un appel à 2, je m'étais dit peut-être que ça donnerait beaucoup plus de poids et il y a la symbolique aussi. Il allait avoir aussi le fond et le contenu. Mais bon, quand on regarde après le contenu par rapport au contenu, et on voit donc que c'est 2 chefs d'État qui se réunissent, j'avoue quand même. Mais le ton diplomatique, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que vous savez, il faut toujours se rappeler dans quel pays nous sommes. Ils ont quand même le devoir de réserve parce qu'ils ne veulent pas égratigner l'exécutif actuel. Parce que pour un rien, vous devenez un ennemi et tout le système se braque contre vous. Et ils ne sont pas à des âges où ils vont prendre des risques, hein, ça c'est clair. Donc c'est ce qui explique certainement, à mon avis, le ton très diplomatique et très courtois. Maintenant, c'est vrai comme pour les autres, je fais bien ce que les observations sur l'état d'urgence et autres tout. Mais en revanche, je suis d'accord avec lui parce que, bon, là où je suis d'accord, c'est vrai. On sent qu'au fond, c'est un problème de gouvernance. Mais ils ne veulent pas le dire. C'est ça, en fait. Donc on ergote, on tourne autour, bon, mais c'est ça. Mais en même temps aussi, nous avons élu quelqu'un en qui nous avons mis notre confiance.
Donc, de ce point de vue aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Bon, c'est vrai que des notions ou des concepts comme l'union sacrée, eux, ils auraient pu nous donner le contenu. Je n'ai pas vu le contenu. C'est vrai, tout le monde parle de, comment dirais-je, sursaut patriotique. Comment on fait pour déclencher ce sursaut patriotique? Bon, ils pouvaient quand même aller nous donner des actions, décliner tout ça en action. Bon, sinon, ils sont restés sur des termes un peu... Alors, les anciens chefs d'État disent que notre pays reste menacé à un point tel que si nous restons impassibles et irresponsables, plutôt préoccupés que nous sommes pas des égaux et nos querelles de clochers nous en perdront le contrôle. Est-ce que les chefs d'État ne sont pas, même s'ils ne disent pas à notre place ou à la place de ceux qui doivent dire les choses ou faire les choses, est-ce qu'ils n'indiquent pas le danger qui vise tout le monde et que, bon, à chacun de jouer son rôle? Est-ce que ça aussi, c'est pas déjà... Moi, je pensais que quand les deux chefs d'État ont décidé de briser le silence, c'est que leurs paroles étaient plus fortes que le silence qu'ils brisent. Parce que quand des gens de leur trempe décident de parler, c'est que ce qu'ils doivent dire est plus important que le silence qu'ils avaient en eux. Ils ont parlé de réconciliation nationale. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'ils bottent dans la fourmilière, qu'ils disent « on en a assez, nous demandons à l'exécutif de laisser tous les exilés rentrer, sans aucune condition. On va retrouver notre pays et on fera notre bagarre à l'interne. » Ça veut dire nous demandons à ce que tout le monde rentre. Et ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Ça aurait suscité des débats entre les Burkinabés. Nous aurions aimé qu'on nous dise, écoutez, tous les gens qui sont en prison sur la cause politique, là, qu'on les libère et qu'on les mette au front pour qu'on bataille ensemble. Ça aurait amené de la discussion entre les Burkinabés. Ce qu'ils nous ont dit, moi j'ai du respect pour les deux anciens chefs d'État, mais ils nous ont dit des pensifs. C'est tout ce que tout le monde nous dit. Or, leur parole doit secouer les gens. Parce qu'ils ont eu à diriger ce pays qu'ils ont aimé. Ils ont eu à être quelque chose dans ce pays-là. Donc leur parole ne peut pas être une parole d'André Eugène. Ce n'est pas une parole de citoyen lambda. Ils doivent dire des choses qui choquent les gens, qui remobilisent les gens, qui mettent les gens à contribution. Et je pense que sur la réconciliation nationale, il n'y a pas une personne mieux lotie pour parler de réconciliation nationale que eux. Surtout Jean-Baptiste Ouedraogo. Leur parole est forte, leur parole est attendue. Qui nous disent le chemin de la réconciliation nationale? La triptyque vérité là, tout le monde sait qu'elle ne va pas marcher. La justice, réconciliation, vérité, justice, réconciliation là, ça fait combien de temps on prône cela? Depuis 1999, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y a pas temps, peut-être qu'on reverse même la situation, pour dire réconcilions-nous, mettons-nous d'abord ensemble, et puis ensuite on verra peut-être s'il y a la justice, et peut-être qu'il y a la vérité. Je ne sais pas. Mais vous avez suivi un chemin jusque-là qui ne mène nulle part. Mais la sagesse veut qu'on change quand même de direction. D'accord. Et votre conseil, vous avez dit mais en fait, sur le thème de la réconciliation, eux-mêmes n'y croient pas parce qu'ils disent que c'est chargé d'une connotation magique. Hein, et ils disent que dans la réalité, ce terme reste juste un vocable chargé d'espoir. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, non, ils n'y croient pas. Mais là encore, je suis d'accord avec eux. Ils disent que le Burkina est un pays qui est traumatisé, qui a été traumatisé. Bon, un pays qui était traumatisé, quel remède? Eux, ils ont eu quand même la chance d'avoir été à un haut niveau. Mais je ne te coupe pas, mais le président Jean-Baptiste, Michel Kafando avait dit qu'il faut qu'on exorcise le Burkina. Ah, ok, bon, tu vois. Non, bon, tout ça, ils savent, mais on a l'impression que c'est comme si, il faut le dire clairement, ils n'ont pas eu le courage, assez de courage pour vider vraiment tous les problèmes qui sont liés. D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'est que si éventuellement le chef de l'État venait à décréter l'état de siège, il faut que ça ait un contenu. Il y a des zones où il y a l'état d'urgence, il y a le couvre-feu, mais c'est dans ces mêmes zones que les terroristes opèrent toujours. C'est-à-dire, on peut décréter quelque chose, mais si on ne se donne pas les moyens d'appliquer ces mesures-là, ça n'aura servi à rien. Et dans ces zones, que ce soit au nord, au centre-nord, à l'est, en plein couvre-feu, des terroristes incendient des écoles, et chasse les producteurs, et comme ça, en toute tranquillité. Donc, l'état des sièges, c'est l'armée qui montre au premier plan. Oui. L'état d'urgence, ce sont les autorités civiles qui ont le pouvoir de police, etc. Non, mais bon, au plan civique, ça entraîne une privation de liberté, et beaucoup de privation de liberté, comme... toute proportion gardée, ce que George Bush avait pris comme mesure au lendemain des attentats du 11 septembre, mais qui n'est pas d'accord pour accepter de restreindre sa liberté
dès lors que ça doit aboutir à quelque chose de concret, à ramener la paix, à chasser les terroristes. Nous sommes, nous journalistes en tout cas, les premiers à subir les conséquences d'un état de siège ou d'un état d'urgence. C'est une évidence, parce que ça va restreindre la liberté d'expression, en tout cas de presse et tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ça, c'est une évidence. Mais si ça doit aboutir à quelque chose, si on sent qu'il y a quelque chose qui est organisé, on a mis en place une structure, un combat qui va aboutir à quelque chose, c'est un sacrifice que tout le monde va accepter. C'est une évidence. Mais si on dit l'état de siège et que les terroristes continuent de parader dans les zones où l'état de siège est décrété, continuent de tuer, de violer les femmes et les enfants, ça n'aura servi à rien. Voilà. Oui, En fait, je n'arrive pas, je n'ai pas eu la chance d'avoir exercé en fait un niveau supérieur. Ça va J'ai venir. jamais été président, mais je ne souhaite même pas. D'accord, ok. Mais quand même, bon, j'observe. Est-ce que l'état de siège, je me pose des questions, en quoi est-ce que ça va régler notre problème? Quand on dit par exemple qu'à 45 km de Wayou, il y a des troupes, des troupes motorisées. 20 km, Ah, 20, ouais, 30 oui, km de Wayou. 200 troupes motorisées viennent parader, terroriser les gens. Et je ne sais pas en quoi est-ce qu'un état de siège va permettre de régler ce problème. D'accord. Ah ouais, Lengani. Moi, justement, On reste sur la déclaration des anciens chefs d'État. On parle là de la situation sécuritaire dans tous les cas, dans le second sujet qui vient. Justement, plus j'y réfléchis, plus je me pose des questions sur vraiment l'auteur réel de cette lettre, de cette adresse. Bon, Ce vrai, sont les hein, anciens chefs d'État, non, c'est eux qui l'ont vrai, signé. Je regrette, mais je ne le trouve pas un Jean-Baptiste dedans. Peut-être un Kafando. Bon, pour ce qu'il a fait sur la transition, on sait. Mais je dis que ça manque de profondeur. Ça manque de profondeur. Et je crains fort que l'état de siège qu'ils appellent de tous leurs vœux ne soit pas la solution. La solution aujourd'hui, ce n'est pas d'empêcher les gens de parler, ce n'est pas d'empêcher les citoyens de jouir de leur liberté. La solution, c'est d'empêcher les terroristes de faire la loi sur notre pays. C'est ça le problème, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas empêcher les Burkinabés de vivre leur vie de tous les jours. C'est d'empêcher les terroristes de faire ce qu'ils font. C'est ça. Donc le problème, ce n'est pas d'ajouter de la misère à la misère du pays burkinabé. Par l'état de siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire ajouter des restrictions aux choses. Bon, actuellement, dans certaines zones, on empêche les gens de circuler à 2 roues, de circuler à tricycle, d'acheter de l'essence. Bon, c'est vrai, c'est des mesures qui touchent les touristes, mais qui font très mal aux populations, qui font excessivement mal aux populations. N'oublions pas ça, si on doit ajouter quelque chose, sans qu'on ne voit pointer une stratégie nouvelle qui permet de rendre utile l'état de siège, moi je me mets à douter. C'est vraiment, si vraiment ce n'est pas du tâtonnage encore qu'on est en train de faire. Et je dis qu'il faut peut-être revenir sur les réalités qu'eux-mêmes ont reconnues, à savoir que la question de la réconciliation nationale est devenue un fourre-tout, c'est devenu n'importe quoi. Moi je n'y crois plus du tout. Je n'y crois plus du tout pour la simple raison qu'on fait tout pour ne pas y arriver. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour ne pas arriver à la réconciliation nationale. Même eux-mêmes, les anciens chefs d'État, ils sont 4. Ils ont été incapables de s'unir pour sortir un truc dans une situation de ce pays-là. Il ne faut pas qu'ils demandent à 20 millions de s'entendre. C'est très difficile. Moi, je dis peut-être qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, ce qui se pose au Burkina Faso, ce n'est pas une question de réconciliation, mais une question d'unité nationale. De mon point de vue, la réconciliation ne doit être qu'un moyen pour parvenir à l'objectif ultime qui est l'unité nationale. Nous devons nous unir contre ceux qui sont en face de nous. On peut se réconcilier et ne pas s'unir pour le combat. Parce que moi, je vous dis clairement, comment est-ce que dans un peuple comme le nôtre, on choisit des présidents pour leur faire des monuments et d'autres, on les laisse par exemple. Moi, où je suis assis, quelle valeur pour me donner que Maurice Yameroun n'a pas eu par rapport à notre pays, que par exemple Sankara a eu pour bénéficier d'un musée de choses. Ça, c'est des questions pratiques, réelles qu'il faut se poser. Mais Sankara a été assassiné. Donc c'est un hommage à tout ça. Ah, donc c'est pas la même trajectoire. Vous êtes
vous êtes quand même, si c'est ça, mais commencez par faire un mausolée pour Didier Tienbego, pour Fidel Guébré. Mais eux n'étaient pas des chefs d'État, ils n'étaient pas des présidents. Mais c'est des Burkinabés. C'est la symbolique qui est... C'est des Burkinabés. Non, je pense que, je vous comprends, vous voulez les défendre par tous les moyens, ça c'est votre rôle peut-être, mais je dis qu'il faut savoir raison garder. Dans ce pays-là, tant qu'on va continuer à jouer de l'hypocrisie, on ne va jamais s'en sortir. Et ça veut dire qu'il faut mettre tous les Burkinabés sur le même pied d'égalité. Et si on parle d'anciens chefs d'État, mais chacun a apporté quelque chose à ce pays. Chacun. Donc quand vous personnalisez, vous particularisez des gens, alors que sous leur règne même en tant que tel, ils ont fait du mal à des Burkinabés aussi. D'accord. Ou bien, Merci. et comment voulez-vous faire une réconciliation si, non, c'est réel. Moi, je crois qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de s'unir. Et pour s'unir, il y a quelques scories de l'histoire qu'il faut avoir le courage de balayer et reconnaître à chacun ce qu'il a apporté pour ce pays. André Jeune a la parole. Je voulais insister pour dire que, vous voyez, dans l'histoire d'une nation, il y a des gens qui ponctuent par leurs gestes et par leurs paroles l'avancée de la nation. Et je crois que, effectivement, la sortie de nos anciens chefs d'État aurait pu être un moment fort pour recentrer les Burkinabés pour l'essentiel de leur pays. Mais il aurait fallu qu'il y ait des propositions audacieuses. Quelqu'un avait dit que si on n'avait pas l'audace pour faire mieux que nos dévanciers, ce n'est pas sûr que nous trouvions une porte pour nous sortir. Je vais parler de feu Salif Diallo. Je crois que l'audace qu'il aurait pu nous proposer, c'est de faire en sorte que, et Lengani l'a dit, je pense que la parole de deux anciens chefs d'État ne peut pas être passée par perte et profit. Or, comme il a si bien dit, ils ont écrit, nous en parlons ici, c'est très heureux, mais regardez, dans la presse, personne n'a rien dit, sauf ce qu'il a dit, Diko. Personne n'a réagi. Ça veut dire que les gens, en lisant et en ça, c'est une interprétation que vous faites, mais est-ce que ne rien dire, ne pas réagir, ça voudrait dire qu'on vous hégémonie ce qui a été dit? Ah non, parce que peut-être aussi un silence, qui acquiesce, non, monsieur Lukman, vous savez, les publicistes disent, quel que soit ce que vous dites, pourvu que vous en parliez, que les gens disent que c'est bien ou que c'est mal, c'est l'indifférence dans ce que les gens disent qui est inacceptable. Ça veut dire que quand ils ont parlé et qu'il y a une sorte d'indifférence par rapport aux gens, ça veut dire que les gens n'ont rien trouvé dedans. Or, en tant que chef d'État, leur parole ne peut pas être banalisée. On ne peut pas ne pas en parler. Donc, encore une fois, quel que soit ce que les gens disent de vous, en bien ou en mal, pourvu qu'on en parle. Merci, Varis. Et puis, Vokuma va terminer. Le petit débat qui était suscité sur les critères pour ériger tel ancien chef d'État héros, d'autres le non, il faut relativiser quand même toute chose. C'est vrai que personne ne souhaite la mort de quelqu'un, même de ton ennemi, tu ne peux pas le souhaiter. Mais s'agissant du cas du CNR, il faut quitter de cette hypocrisie qui consiste à nous présenter Sankara comme Jésus-Christ et qu'on est venu prendre et puis aller exécuter. Non, il faut comprendre pourquoi. C'est l'histoire même de l'avènement de leur mode d'accession au pouvoir portait en lui-même les germes de la destruction de leur système. Quand vous venez au pouvoir par les épées, d'abord, il n'y a pas eu d'élection, tout ça on peut en débattre. Ils se sont imposés. Et il y a eu certainement des contradictions, des trucs et des échanges. Malheureusement, il y a eu perte en vie humaine. Donc moi, en fait, je suis un peu gêné et que l'on vienne me sortir les martyrs comme Jésus-Christ, quelqu'un qui... Non, moi je suis désolé. Les gens se baladaient avec des armes ici. Ce n'étaient pas des anges. Nous tous, on a vu. Au palais de justice, il y a des gens qui allaient avec des calaches. Qu'est-ce que la calache a à voir dans un palais de justice? Oui, tout ça, on peut en débattre. Donc, il faut quand même, toute chose, avoir proportion gardée. Maurice a été condamné. À tort ou à raison, je ne sais pas. On l'a même déchu de ses droits. Oui. D'accord. Il a récupéré. Oui, d'accord. Bon, oui, mais merci, Évariste. Oui. Vous, comment pour terminer sur le sujet? Sur l'appel des chefs d'État, je n'ai plus rien à dire. D'accord. Donc, les chefs d'État, les anciens chefs d'État disent qu'ils lancent un appel à tous les patrons de tous les bords politiques pour que tous et toutes et tous, nous soyons partie prenante de ce sursaut impérieux en vue de libérer notre pays de l'emprise obscurantiste, barbare et violent qui nous enseigne
Voilà ce qu'ils disent Mais en nous gros. étions déjà alignés, Merci, c'est derrière qui on est alignés, merci on à pose vous. la On question. continue, mais cette fois-ci pour parler d'un sujet qui est un peu lié, on l'a déjà un peu abordé. Il s'agit de la situation sécuritaire aujourd'hui. Dans notre pays, on remarquera que par exemple, les points chauds, c'est par exemple le Yatenga, et l'Est toujours, fermeture d'écoles, déplacement de population, dans les cascades également. Il y a beaucoup de... On a par exemple assisté à l'incendie, à l'attaque et à l'incendie de la brigade de Kompienga, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui concrètement, Boukma, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit sur la situation actuelle dans notre pays? On a déjà pratiquement tout dit, qu'on a le sentiment qu'on se répète à chaque émission lorsqu'on parle de la sécurité. Sauf qu'on commande des faits nouveaux qui viennent encore à montrer que la situation s'aggrave de jour en jour. Bon, c'est vrai que les forces de défense et de sécurité font un travail formidable. Bon, on voit régulièrement le point qu'ils font de leurs opérations. Et il y a d'autres aussi dont on n'a pas connaissance, mais qui se déroulent sur le terrain, qui apportent aussi des résultats. Mais à l'évidence, ce n'est pas à la hauteur de la menace qui plane sur nous. Sinon, les zones qu'on a évoquées, que ce soit le centre-nord, le nord, le Sahel, l'ouest, le centre-ouest et l'est, bon, on n'allait pas continuer d'évoquer ça en ces termes-là. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on se dise un jour, voilà, au bout d'un mois, que par exemple, je sais pas, le Soum a été totalement sécurisé, hein, que la police a pris place, que les populations ont commencé à regagner progressivement leur domicile, que les préfectures ont commencé à s'ouvrir, qu'il n'y a plus d'écoles qui se ferment, que l'administration fonctionne et que la vie reprend, que les gens peuvent aller tranquillement au marché, vendre leur bétail et puis vaquer à leurs occupations. Ça on sentirait bien effectivement qu'il y a un changement. Pour l'instant, ce n'est pas le sentiment qu'on a, ce ne sont pas les informations qui remontent du terrain qu'on a. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, bon, on est au creux de la vague et il faut, bon, voilà, c'est vrai, il faut le sursaut patriotique, un peu plus que ce qu'on a l'habitude de le faire depuis le début. Mais tout le monde parle de sursaut patriotique. Oui. On a vu par exemple la sortie de Sarah Sérémé, qui a dépeint une situation, qui a exprimé sa honte de voir le pays aller dans cette situation, à la limite en lambeaux et tout. Mais tout le monde parle, mais on ne voit pas concrètement, comme on le disait, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, vous voyez, il y a ceux qui sont venus de l'Est là faire, Madjouari et ceux de Fada qui ont fait leur conférence de presse ici à Ouaga. Hein, ils ne pouvaient pas le faire dans leur zone, puisque leur zone était en insécurité très élevée. Et on a écouté ce qu'ils ont dit. Face à la faiblesse de l'État, face à l'incapacité des forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité, ils vont eux-mêmes s'occuper de leur propre sécurité. Est-ce que c'est ça, finalement, vers quoi nous sommes en train progressivement d'y aller? C'est possible. Ce qui est sûr, un chef de famille assure la sécurité de sa famille, des membres de sa famille. Et il ne doit pas attendre que l'État vienne l'assurer. Et si la situation amène finalement chacun à se dire je vais assurer la sécurité des membres de ma famille, puis on s'organise dans les quartiers, puis bon, pourquoi pas, ça risque d'arriver, en tout cas c'est ce qui est donné à voir. Mais je l'avais déjà évoqué ici, le risque, c'est qu'on débouche sur une guerre civile. Parce que, et là, ce que nous avons connu ailleurs, là, dans les autres pays, avec les conséquences dramatiques, les pertes en vie humaine, des assassinats sans raison. Hein, bon, ça on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que moi, j'ai toujours besoin d'une présence de l'État, des forces de défense et de sécurité, pour encadrer tout ça. Parce que la violence, là, elle est légitime lorsqu'elle est exercée par l'État. Mais à bon escient, avec des résultats. S'il n'y a pas les résultats, les gens vont commencer par eux-mêmes trouver des solutions à leur propre sécurité. Beaucoup. Ce n'est pas rassurant pour moi. André Genil-Boudot. Pour l'insécurité, quand j'ai lu la déclaration de Sarah Sérémé, vraiment je me suis couvert la face. Parce que je me suis rappelé du l'hymne du Wassoulou qui dit que si tu n'es pas capable de défendre le pays de tes frères, de tes pères,
donne le sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Est-ce que dans notre pays, ce sont des femmes qui doivent avoir honte à la place des hommes? Chez nous, quand il y avait une bagarre, quand il y avait, comme on appelait le tinkoum, on enferme les femmes et les enfants dans les cases. Et ce sont les hommes qui partent au front. Et voici que dans notre pays, ce sont les femmes qui ont honte à la place des hommes. Avant, on nous parlait d'une guerre asymétrique. Mais aujourd'hui, les terroristes sont sanctuarisés. On sait là où ils habitent, on sait là où ils logent, on sait là où ils paradent. Ce n'est plus une guerre asymétrique. Ils sont là où ils sont, on connaît, mais il n'y a rien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter des choses comme ça? Et voici que des femmes elles-mêmes sortent pour dire « Nous avons honte à votre place ». Je ne sais pas, les hommes, en lisant ce texte-là écrit d'une femme, qu'est-ce qu'ils en ressentent? C'est l'égalité homme-femme. En même temps, dans le texte de Mme Sérémé, on ne voit pas également de propositions concrètes. C'est-à-dire qu'à la limite aussi, on voit... Elle dit sortant de nos zones de confort. Il faut lire entre les lignes. Oui, bien sûr, mais... Elle dit sortant de nos zones de confort. Mobilisons-nous. Elle est beaucoup plus poignante que les anciens chefs d'État. Hein. Je trouve son texte est beaucoup plus poignant, plus véridique que le message dont nous avons parlé. Parce qu'effectivement, quand elle dit de sortir de nos zones de confort, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que chacun assis, grâce à son petit nombril, il se prend pour un martyr de ceci, il se prend pour je ne sais quoi, paragon de quoi. Bah, je crois qu'il faut effectivement que les Burkinabés se ressaisissent. Et se ressaisir, c'est quoi? Il faut qu'on donne un contenu à ça. Qu'est-ce qu'on veut que les Burkinabés fassent? Il faut leur dire. Et il appartient aux gouvernants de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent être nécessaire aujourd'hui du comportement de chaque Burkinabé pour qu'on s'en sorte. Parce que c'est chaque Burkinabé qui doit se mobiliser. Et la mobilisation des gars de Ouagadougou, c'est comment? La mobilisation à Garango, c'est comment? La mobilisation à Tinapou, c'est comment? La mobilisation à Bobo, c'est comment? Ça, c'est l'État, c'est au gouvernement de nous dire comment on doit faire, de nous indiquer la voie. Quand les jeunes du Gouloumou sortent pour dire à Ouagadougou ici que dorénavant, ils vont faire ci et ça, mais ça veut dire carrément que l'État est en faillite. L'État n'est plus en mesure d'assurer quoi que ce soit, donc chacun se prend à sa propre charge. Et en ce moment, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis, dans la situation, ce qui est le plus dramatique, ce n'est même pas le fait qu'on continue à nous taper dessus, qu'on continue à mourir. C'est le fait qu'on continue à perdre du terrain. Moi, je pense que la moindre des choses, c'était déjà de sécuriser, de sanctuariser là où les gens ne sont pas. Au sud-ouest, à l'ouest, les gens n'y étaient pas il y a 2 mois, il y a 3 mois. Pourquoi on les a laissés arriver là-bas? Tout en sachant qu'ils vont y venir. Je me rappelle encore les premières attaques à l'est. Mais j'ai été convoqué à la police parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que je pense que ce sont les gars du nord qui sont en train de descendre à l'est. C'est les mêmes. Pourquoi est-ce que? Parce que justement, à l'époque, au nord, il y avait une opération militaire qui était menée et qui avait obligé les touristes à se cacher. Ils ont migré vers l'est, on les a laissés faire. Comme ils n'ont pas pris les airs là, ils ont circulé pour aller commencer à faire ce qui se passe à l'est. On a laissé faire. Actuellement, c'est l'ouest. Moi, je dis que, et là, ça c'est de la responsabilité des chefs militaires. C'est eux qui doivent pouvoir trouver des solutions pour empêcher la métastase En tout cas, pour les faits, Ouaïguia aujourd'hui est le lieu de ralliement d'un ensemble de villages. Par exemple, Koumbané, Tougou, Ansoalma, Solgom, sont des villages à une distance autour de 20 km de Ouaïguia qui ont reçu des menaces. Donc, il y a des déplacements au niveau des populations. On parle du Sourou aussi. Tougan, par exemple, est sous l'emprise également des terroristes. Sans parler de Mangoudara et autres. Évariste Concebo. Oui, la question c'est quoi? Alors la question c'est la situation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les dirigeants, le gouvernement, apparemment, n'a pas jusque-là arrêté quelque chose de concret. Les gens attendent, les appels à la mobilisation, les appels au sursaut viennent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Non, le bilan est lourd. Ou est-ce qu'on n'a pas la bonne lecture du problème? Le bilan est lourd, ça nous tous nous le voyons, et sur tous les plans, hein, et ça ne fait que s'empirer. Les écoles sont fermées pratiquement à l'est. Mais ce qui est un peu qui contraste, c'est qu'on a l'impression effectivement dans une partie du pays, il y a comme des zones de confort, pour paraphraser Mme
Mais ce qu'il faut craindre, c'est la crainte. En fait, je pense que ce que tout le monde veut, en fait, c'est quoi? C'est que les populations s'arment. Que ça soit, quand vous lisez bien la déclaration de des anciens chefs d'État, même le cas de Madame Sérémie, où elle cite le cas de Di, qui est qui est département de la commune rurale de Sourou, et qui est fortement menacé. Bon, il dit que en fait, les gens sont laissés à eux-mêmes. Donc, face à cette passivité, elle dit bien le terme, passivité déconcertante des autorités, que faut-il faire? Les gens ne vont pas se laisser égorger un à un. Est-ce qu'on va en arriver là? Bon, s'il n'y a pas vraiment... S'il n'y a pas un changement, forcément, les gens vont devoir s'organiser pour se défendre. Alors, à l'occasion du 1er novembre, qui est l'anniversaire de notre armée, le chef de l'État a fait un tweet. En tout cas, sur sa page, il est écrit « Je m'incline devant la mémoire de tous les combattants tombés sur le champ d'honneur dans la guerre que nous menons contre le terrorisme et souhaite prompt rétablissement aux blessés. J'invite mes compatriotes à faire corps avec notre armée pour bâtir ensemble une nation forte, résiliente et pacifiée. » Alors, son ministre donc, de la Défense, lui aussi, qu'est-ce qu'il dit aussi, je demande aux citoyens de se lever pour le sursaut national, que chacun à sa façon apporte sa contribution pour la construction de la nation. Je demande à la nation de faire confiance à notre armée nationale. Oui, j'ai lu les autant de propos. Maintenant, on ne va pas jusque-là concrètement. Par rapport au tweet du chef de l'État, j'ai quand même... parce que terrorisme, il utilise le mot terrorisme. Or ici, nous avons débattu, nous avons essayé de comprendre le phénomène et on sait qu'il faut le dissocier. Il y a ce qu'on a d'un côté, c'est carrément une insurrection armée qu'on a dans le pays. Moi, je ne mélange pas les deux. Par exemple, le cas des villages de Wayugia et autres tout, ça c'est quoi? C'est des insurgés qui viennent, armés qui viennent chasser des populations. Ça, c'est parce que le terroriste, il vient, il frappe, il disparaît, ou alors il y reste. C'est ponctuel. Il n'occupe pas. Là nous sommes dans une guerre d'occupation. Bon, c'est sûr que effectivement, l'argument du ministre de la Sécurité me donne raison, c'est qu'on va aller vers un armement des populations civiles. Mais si on se retrouve dans un tel contexte, sans qu'on y prenne garde, sans qu'on vraiment on essaye de tout cadrer, ça va aboutir certainement à des situations peut-être encore plus dramatiques même que la situation, le phénomène qu'on a voulu combattre. Alors, je prends une proposition concrète. Ici, c'est le citoyen donc Aruna Diko, qui lui préconise par exemple la tenue d'un dialogue national de vérité, ça concerne la réconciliation, la mise sous délégation spéciale de toutes les communes du Faso, la formation d'un gouvernement d'une vraie transition pour recouvrer l'intégrité du territoire national avant toute élection. Par exemple. Mais nous l'avons proposé, il n'y a pas... je pense qu'il y a un groupe qui a fait cette réflexion. On a pris de 100 milliards et quelques pour organiser des élections dont on se demande, on savait déjà qui allait gagner. Donc, ce débat-là, on l'a mené. Donc... Alors, lui parle par exemple de mettre une transition en place. Est-ce que ça pourrait être aussi une solution politique? La question est militaire, mais il y a aussi que la question est avant tout aussi politique. Est-ce que la proposition de mettre une transition, etc., de Diko? Je vais chercher la bagarre avec les anciens chefs d'État. C'est ce qu'ils pas sûr de gagner. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et ce qu'ils ont dit, ils ont dit carrément, bon, on est dans l'État est en faillite aujourd'hui. Il faut reconnaître la vérité des faits. Et la solution qu'il y a aujourd'hui, c'est de changer de méthode de faire. Et comment changer de méthode si on est dans le ronron quotidien? C'est-à-dire rien ne bouge. J'étais avant d'arriver ici, j'écoutais des jeunes qui discutaient. 6 ans, ou même combien d'ans? 7 ans, non? 4 chefs d'état-major. Et en 6 ans, et moi j'ai ma petite idée sur cette question des chefs d'état-major. Je trouve qu'il est inadmissible que dans un pays en guerre, quand on nomme quelqu'un chef d'état-major, on doit le promouvoir général. Le général là, il doit prendre ça sur le terrain. Il doit mériter. Le galon du général là, il doit prendre ça sur le terrain. Ce n'est pas une récompense. Mais le grade, c'est pour le commandement, c'est pas tout ce qu'il puisse commander, c'est une question de commandement. C'est mon point de vue. On est d'accord? Oui, mais il y a la règle aussi militaire, c'est qu'on ne peut pas commander plus gradé que soi. C'est mon point de vue, et laissez-moi le donner entièrement pour ne pas me donner au vautour. Et je dis, de mon point de vue, si on nomme quelqu'un chef d'état-major, la logique voudrait
que tous ceux qui sont au-dessus de lui, là, Soit décapité. qu'on les décapite. Au lieu, lui, de le faire monter Tout à fait. au niveau Ça, c'est les autres qu'on doit décapiter. Ou Parce qu'ils alors, ne se sont pas montrés à la hauteur d'y être à c'est la ça. place de celui qu'on a Ou nommé, alors, c'est ça. ou alors, quand vous envoyez un caporal au front, nommez-le sergent. Parce que ça dépend de la même chose. Parce que quand on nomme quelqu'un chef d'état-major, on l'envoie au front, on l'envoie à la bagarre, on l'envoie au charbon. Et c'est la même chose pour le soldat. Pourquoi lui, on va le faire monter de grade et le sergent, lui, non, il doit partir avec. Ici, le sergent, lui, il est opérationnel, il exécute. Je veux dire. Mais l'autre, il donne des ordres. Est-ce qu'il peut donner des ordres à plus gradés que lui, etc. Ouais, Est-ce que c'est on pas n'a aussi qu'à décapiter les autres, tous les généraux qui sont là-bas qu'on n'a pas nommés là. Pourquoi on ne les a pas nommés? Parce qu'on estime qu'ils sont incapables. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est forcément la mais capacité mais ici? c'est ça, c'est ce que ça C'est veut pas- dire concrètement. Mais Il y a je dis- certainement je d'autres dis- critères que c'est pour dire- la c'est pour capacité dire- quand on veut nommer. Ça, c'est pour caricaturer. C'est pour dire que il faut même que nous on change de méthode de voir cette guerre-là. Pour dire que c'est une véritable guerre qui est menée contre notre pays. Et qu'il faut vraiment aller au charbon. Il faut aller au front. On n'a pas besoin d'un général pour monter au front, ou bien? Et je dis, et je répète, c'est dans les mentalités même qu'il faut qu'on change. Voilà. En fait, Évariste? juste pour aller- vous comprenez pourquoi le fait de changer des généraux ou de nommer des gens, ça n'a rien donné? Oui. Parce que tout se tient en fait. Ça, les hommes, c'est à la dernière position. Ce qu'il faut d'abord, c'est quoi? C'est une politique de défense et de sécurité efficace et efficiente. Ensuite, vous avez une stratégie de défense et de sécurité qui prenne en compte les réalités, les données. Et enfin, maintenant, c'est l'organisation qu'il faut s'attaquer parce qu'il faut une organisation. Si vous décidez, par exemple, d'utiliser des drones armés, il faut réorganiser le système pour que ça puisse fonctionner. Les hommes et les outils, ça vient en dernière position. Mais quand on veut expliquer, malheureusement, dans notre pays, ceux qui peuvent... Il y a des gens, je ne dis pas, il y a des gens qui peuvent On va mieux continuer faire. dans la logique de la relation, de la situation avec la gouvernance politique. Monsieur Diko, par exemple, il fait une proposition allant dans le sens de dire qu'il faut faire une transition. Pour aboutir à quoi, je n'en sais rien. Pour recouvrir le territoire national, selon sa Je ne suis pas sûr que ce soit un gouverneur de transition qui va aller au front, mais Lengani a dit quelque chose, il va avoir maille à partir avec les grands généraux. Hein. Mais ce qu'il a dit, regardez dans la gouvernance simple des entreprises. Vous ne pouvez pas nommer un directeur général en laissant l'ancien directeur général dans cette même boîte. Vous le faites partir ailleurs ou bien vous le dégommez. Mais il a dit quelque chose de fondamental qui va effaroucher les gens. Même dans la magistrature, ce principe est appliqué. Il a dit quelque chose qui va effaroucher les gens. Ça veut dire que quand vous avez un général, un colonel et un sergent-chef, et que l'on prend le sergent-chef pour nommer à la place de là où le général va être, la conséquence doit être tirée. Ça veut dire qu'on vous a multiplié par 0, ça veut dire que vous ne valez pas la peine là où vous étiez, c'est parce qu'on a mis quelqu'un à votre place. Normalement, on devrait chercher les... Mais est-ce que nos nominations militaires sont des nominations liées à forcément à la capacité il y a aussi les affinités, c'est une nomination purement... C'est aussi des nominations politiques. Est-ce que ce n'est pas politique? Ça nous amène là où nous sommes. Ça nous amène là où nous sommes. Ça nous amène là où nous sommes. C'est un choix politique de nommer X ou Y. Mais ça nous amène... La bonne politique, la bonne stratégie, mais si vous avez des problèmes au niveau de l'organisation des hommes et des ben, ça ne va pas fonctionner. merder. C'est pourquoi je disais qu'il fallait regarder simplement, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça veut dire que si on ne vous nomme pas pendant que vous êtes quelque part, vous-même vous devez tirer la conséquence de là où vous êtes. Je veux dire aujourd'hui, et je suis sûr que si l'on continue comme ça ne va pas aller. André Génigodo, on ne va pas tourner autour du pot. La question est maintenant au niveau politique. Tout ce qu'on dit, ça ne va pas, c'est là lié à la décision politique. Bien sûr. Alors, quelqu'un fait une proposition où il demande par exemple qu'on mette les communes, donc il voudrait viser les élections municipales à venir, qu'il faut mettre sous délégation spéciale, qu'il faut mettre en place une transition politique avec les forces pour recouvrir. Alors, je voudrais qu'on parle de la solution politique aujourd'hui. Oui, la solution politique. Monsieur Diko est allé peut-être très loin. Mais vous allez aller faire des élections où? Votre pays même n'existe plus. C'est à Ouagadougou et à Bobo qu'on peut faire des élections. Vous pouvez aller faire des élections à 20 km de Ouayoubia pour élire un maire. Le territoire n'existe plus. Donc, ça veut dire là où vous voulez même qu'on mette les délégations spéciales là, ces territoires-là même n'existent plus. Pour nous parler franchement, ce qu'ils nous proposent là, c'est bien. D'accord. Sur le plan intellectuel, mais... Je vais laisser Foukouma dire un mot. Je vais juste compléter ce que D'accord, et puis Foukouma va prendre la on dit parole. que déjà,
de manière officielle, avant même qu'on ne parle d'aller aux élections réellement, il y a déjà 52 communes où il est déclaré qu'il est impossible de faire des élections. 52. Sur 250, Sur 350. 350. Il y a déjà 52 où on dit que déjà il n'y aura pas d'élection. Et ça, c'est un... Vous connaissez la méthode. C'est-à-dire il y a 100, on donne 52 parce que si on donne 100, les gens vont dire le pays est foutu. Sinon, en réalité, c'est bien plus de 52 où il est impossible aujourd'hui de dire qu'on va faire des élections. Ça veut dire au moment où on voit les élections, c'est quoi? Sur les 300 et quelques, en réalité, on ne va peut-être voter que dans une centaine de communes. Mais le code électoral dit qu'on peut voter, c'est là où on a voté, on valide les votes là où on a voté. Ça, c'est le code qui l'a dit, voilà, donc ce n'est pas illégal de le faire. Est-ce qu'on va continuer dans cette hypocrisie? C'est ça le problème. D'accord. Beaucoup moins. Je voulais juste d'abord réagir à propos de Évariste qui faisait la différence entre insurrection armée et terrorisme. Bon, l'insurrection armée, ça suppose que ce soit une partie des Burkinabés qui s'organise et qui mène. Oui, non, mais il y a évidemment des Burkinabés armés, mais ce n'est pas une organisation de Burkinabés qui prennent des armes contre l'autorité de l'État. Faut pas. Contre l'autorité de l'État, il s'agit de quoi là? Non, mais ce sont des groupes armés. Il y a un fonctionnaire qui a été égorgé. Non, je sais. Oui, non, mais quand c'est un groupe armé, il y a une ligne politique, idéologique qui est affichée et on sait quel est l'objectif. Pour l'instant, ce n'est pour l'instant, on ne veut plus des écoles, non, pour l'instant, on ne veut plus l'État. Non, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, okay, là, on a affaire à des actes terroristes, des gens qui terrorisent la population. Il n'y a pas que la destruction des biens, même l'injonction de ne pas vendre de l'alcool, de ne pas de s'habiller de telle manière ou telle autre. Ça, on est dans la philosophie terroriste. Ça n'a rien à voir avec une insurrection armée, comme on a vu par exemple en 2002 en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans un cas de figure. Maintenant, pour revenir, il est démontré, et je crois que même le nouveau ministre l'a confirmé, qu'il s'agit d'une partie du Burkinabé qui ont pris des armes contre leur non, et ça, c'est connu. Donc, c'est une insurrection. Non, ce n'est pas une insurrection armée. Le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major, Minungu, l'avait déjà dit. Quand il a voulu faire le point de l'opération Otapronou à l'Est, il a dit « Je ne vais pas donner des chiffres parce que ce sont nos frères ». Mais dans ce cas, comment on peut qualifier ça? Non, mais il n'y a pas que... ce ne sont pas des Burkinabés. Ce que je veux dire, ce ne sont pas des Burkinabés qui ont pris les armes contre l'autorité de l'État. C'est pas ça. Diko, c'était pas un Burkinabé. Non, c'est pas un mouvement. On va évoluer. On n'a pas un mouvement organisé comme on a connu en 2002 en Côte d'Ivoire et qui, avec l'objectif de prendre le pouvoir. Mais oui, est-ce que tu as déjà entendu... On va continuer. On va laisser le... Voilà. Les terminologies. Parce que je n'ai pas vu de texte, je n'ai pas vu de déclaration, je n'ai pas vu de document qui me permet d'attester cette thèse-là. C'est pour ça que on va passer sur les terminologies et puis aller dans le fond sur, par exemple, la sortie de Diko, qui lui a embrayé sur l'aspect politique, parce que quoi qu'on dise, le politique tient tout. Le gouvernement de transition avec tout le monde, ça c'est un fourre-tout. On avait débattu de ça avant ici. Certains pensaient qu'il fallait arrêter les élections, faire un gouvernement d'union nationale, régler tout ça avant de faire les élections. Moi, j'ai toujours, à l'époque, j'ai dit, je préfère avoir un gouvernement qui est élu, même dans des circonstances un peu discutables, et à qui j'ai des comptes à rendre. Voilà, nous sommes là, on demande des comptes au gouvernement, on demande des comptes au président, on demande des comptes au ministre de la Défense. Ça, moi, ce sont des autorités qui incarnent. Attendez, un gouvernement d'union, attendez, un gouvernement de transition, vous savez, quand on commence les transitions, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Et on ne sait pas qui va être dedans, et on ne sait pas dans quel chemin on va s'engager. Je ne suis pas sûr qu'on va s'entendre même sur le chemin sur lequel on va s'engager. Une transition, on l'a connue en 2015. Sur le contenu, oui, on l'a connue en 2015, il y a des transitions qui continuent au Mali, par exemple. Sur le contenu de la mobilisation, on n'a pas besoin d'un gouvernement de transition. On n'a pas sur le contenu, on n'a pas besoin de ça. Le gouvernement actuel, l'autorité politique actuelle peut prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, organisation, pratique sur le terrain pour lutter dans les villages, dans les quartiers. Mais les gens estiment que le gouvernement qui est là, il ne peut plus rien faire. Bon, ça c'est un point. Il est défaillant. Oui, c'est un point de vue. Mais lors de la célébration de l'anniversaire des forces armées
la création de l'armée nationale, j'ai cru entendre le ministre de la Défense qui a expliqué qu'enfin, le document de stratégie nationale de sécurité a été adopté. Ça m'avait surpris que depuis 1960... Est-ce que ce document n'est pas déjà caduc avec la réalité aujourd'hui? Bon, je ne connais pas le contenu. Okay, je ne connais pas le contenu, donc je ne peux pas juger la pertinence ou pas de ce document-là. Merci. Moi, je voulais dire quelque chose tout juste par rapport à l'idée de M. Dicko. Très rapidement, on va passer. C'est une personne qui n'économise pas sa pensée, c'est une personne qui n'économise pas ce qu'il dit. Mais moi, je dirais que cette proposition est une proposition brumeuse. Aujourd'hui, ce qu'on aurait aimé, c'est que le gouvernement prenne des actes et des décisions sur lesquelles même on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il n'y a rien. Le gouvernement a dit de faire quoi et les gens ont dit qu'ils n'ont pas d'accord et on discute. On dit non, si c'est comme ça, mettons-nous ensemble. Peut-être que pour Dicko, il estime que le gouvernement n'est pas capable donc de prendre... Donc il faut mettre une transition qui le fait. Non, attends. Est-ce que ce n'est pas un peu... Est-ce qu'il ne fait pas le procès, il ne fait pas le procès du pouvoir en le disant? On n'a pas l'expérience des coups d'État dans ce pays, donc il faut... Non, moi je voulais... J'aurais aimé que M. Dicko soit logique jusqu'au bout. S'il estime, si les prémices sont que le gouvernement actuel ne vaut pas la peine, il faut qu'il tire le donc. Le donc, c'est de dire il faut s'en aller. C'est ça la conclusion logique. Parce qu'on est dans un syllogisme là. Si votre prémisse est de dire le gouvernement ne prend rien, or on ne voit rien ce qui se passe, donc le gouvernement doit démissionner. Mais une transition, ce n'est pas le gouvernement qui est là, c'est un autre gouvernement, c'est une autre forme de gouvernement. Qui rassemble beaucoup plus de force. Vous faites un gouvernement de transition avec qui? C'est ça avec ceux qui sont là en partie, avec d'autres qui vont venir. Oui, mais il estime qu'il faut rassembler tout le monde, toutes les forces. Moi, je pense que... C'est dans ce sens-là qu'il... Non, il ne faut pas qu'on ajoute la honte à la honte. Lengani, très rapidement, et puis on termine de ce côté. Moi, contrairement à ce que vous dites, moi, je pense que Dicko a quand même mis le doigt sur le véritable problème, ce qui se dit dans la ville. Et même, Eugène, tu l'as dit tout à l'heure, le gouvernement n'agit pas pour qu'on puisse même critiquer. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait contre la crise. On ne voit rien en tout cas. Et c'est ça qui est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on est tombé dans un fatalisme mortel. D'accord. Le gouvernement doit agir. Quitte à ce que ce soit mauvais, qu'on critique, qu'on arrange. Mais quand le citoyen lambda se dit, voilà, on est dans un pouvoir où rien n'est fait pour nous sécuriser, pour nous aider à nous en sortir, là c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi je pense avec Dicko qu'il faut effectivement rebattre les cartes. D'accord. Merci. Et ensuite, je dis, très rapidement, par rapport aux délégations spéciales, moi je suis totalement d'accord, à 1000% d'accord avec lui, que si on s'amuse à aller encore à des élections en mai, dans cette situation qui va continuer à se dégrader, avec une partie de notre territoire qui sera sous état de siège, parce que les anciens chefs d'État l'ont dit, ça veut dire qu'on se fout éperdument des populations qui sont dans les situations difficiles. Ça veut dire qu'on préfère mettre des milliards dans des élections plutôt que de mettre des milliards dans l'armement, dans la prise en charge adéquate des hommes. Merci. Merci Lengani. Une seconde. Je voulais juste rappeler une chose. Ce qui s'est passé au Mali en 2012 avec l'ancien président ATT. Toutes les critiques qui avaient été émises contre lui, son incapacité à juguler la crise au nord et tout. Quand il a été destitué, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'une situation encore plus grave s'est installée et le nord a totalement été occupé et il a fallu faire appel à une intervention étrangère pour sauver Bamako. Donc, il ne faut pas... faut réfléchir, faut faire des propositions. M. Dicko, dans la proposition de M. Dicko, il n'a pas dit de faire un coup d'État. Il dit une transition. Ce que je vais éviter, il faut éviter une zone de stabilité institutionnelle dans la situation actuelle. Est-ce qu'une transition est une zone d'instabilité quand elle rassemble toutes les forces? Non, une transition, c'est une zone d'instabilité parce qu'on ne sait pas quand ça va finir, quand ça va... On sait quand ça peut commencer, mais on ne sait pas quand ça va finir. Évariste. Je ne suis pas d'accord avec la transition là même. Bon, mais par rapport aux délégations spéciales, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça ne sert à rien de s'entêter et puis aller faire des élections dans des conditions pareilles. Maintenant, par rapport au gouvernement de transition, bon, un gouvernement de transition va venir trouver les mêmes réalités parce que nous avons un problème organisationnel
en fait, en matière de sécurité des dépenses. C'est ça le problème. Il faut s'attaquer. Il faut d'abord une bonne politique, il faut une bonne stratégie, et comme je l'ai dit, il faut une bonne organisation, et il faut des bons outils et des hommes. Donc, je ne sais pas si un gouvernement de transition viendra, c'est avec les mêmes réalités, en fait. Merci. On termine en politique avec la création ou la naissance de 2 formations politiques. Il s'agit de l'UNIR MPS, donc entendez par là, fusion de l'UNIR PS ancien du maître Bénéwélé Sankara et du MPS du professeur Augustin Loada. Donc, en tout cas, la fusion était déjà annoncée depuis longtemps. Maintenant, c'est fait. Voilà. Quelle est votre appréciation, Vokouma, sur cette union? Maître Sankara se fait plus fort au niveau de la majorité avec cet apport de l'URD et des autres partis satellites, de mouvements sankaristes, disons comme ça. Non, moi, je me réjouis que des partis politiques se regroupent. Hein? Moi, j'ai toujours regretté, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont regretté, l'émiettement des partis politiques ici. 200 partis politiques dans un pays comme le Burkina, bon, je ne vois pas très bien l'intérêt. Bon, on va en parler du cas de l'ancien Premier ministre qui s'apprête aussi à créer son parti politique, ce que je trouve, bon, c'est son droit. On parlera tout de suite voilà, on va parler de ça. Mais que des partis politiques qui ont des sensibilités communes, qui pensent qu'ils ont des objectifs communs, ils ont des méthodes communes pour arriver à un objectif commun, se mettre ensemble, moi j'applaudis. Moi j'applaudis parce qu'on n'a pas besoin de 10 000 idéologies dans notre pays là, pour le développement. Ce qui m'a intéressé, c'est de savoir quel est leur positionnement. Ils disent progressiste et de gauche. Progressiste et de gauche. Je pense que c'est ce qui a toujours manqué dans ce pays-là depuis pratiquement 1987. Qu'est-ce qui a manqué? L'idéologie? Le positionnement idéologique? Il a manqué des gens. Il n'y a jamais eu de progressistes gauchistes dans ce pays? Non, ce n'est pas qu'il manque. Dans les déclarations de foi, les déclarations comme ça publiques, oui. Mais une politique de gauche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu depuis 1987. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y en a pas eu. Maintenant, que des gens se réclament de l'idéologie de gauche, progressiste, qu'ils se mettent ensemble dans l'objectif de conquérir le pouvoir et de mettre en place une politique de gauche, moi, j'applaudis. Moi, j'applaudis parce que... Est-ce qu'on a vu la politique de gauche déjà? On l'a vu ou bien c'est l'annonce? Je pense que sous la Révolution... si je peux finir... Moi, je ne vous coupe pas, mais au moins, il y a des partis dont le penchant gauchiste n'a jamais été trahi dans tout le long de l'histoire de ce pays. Non, le PAI, qui a toujours été là, a toujours été de gauche. Ça, c'est ça. Le PD et le PDPPS. J'ai pas fini. J'ai pas fini. D'accord. Étienne Traoré. Mais c'était lui. Mais il faut me laisser finir, ma. D'accord. Beaucoup allons-y. Non, ici on peut interagir. Ça enrichit les débats. J'ai dit que sous la Révolution, effectivement, il y a eu une politique de gauche qui, mon point de vue, a été mise en place et qui a apporté des résultats. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, à cette période-là, il y a eu des partis qui sont vraiment de gauche, des progressistes, qui étaient dans l'exécutif, qui étaient dans l'organisation pratique et qui ont impulsé une certaine décision en faveur de l'intérêt général. Après, il n'y en a plus. Est-ce que véritablement au Burkina Faso, quand on regarde l'histoire politique, les idéologies, est-ce qu'il y a eu une fois, ou est-ce qu'il n'y a pas eu plus de partis de gauche que des partis de droite dans ce pays, quand on regarde un peu l'histoire? Non, moi je parle de ceux qui ont l'occasion... Est-ce qu'on n'est pas plus gauche au Burkina qu'à droite? Oui, bon, peut-être dans l'air du temps comme ça. Moi je pense que ce que je vais dire, c'est que ce que j'attends, c'est que des gars qui arrivent au pouvoir, qui contrôlent, qui sont dans l'exécutif et qui prennent des décisions. Sur l'alliance UNIR MPS, Maître Sankara, on connaît son trajet, son parcours. On ne peut pas douter un seul instant de ses convictions sankaristes. Ça est progressiste. Ça, il n'est pas de gauche. Attendez, si, il est de gauche. D'accord. Laisse-moi finir. Allons-y, vous commencez très rapidement. Laisse-moi finir. Oui. Maintenant, Sali, du moins, le MPS de Zida vient s'allier avec lui. Bon, Zida, je ne connais pas son parcours. Peut-être qu'il était sankariste. Il est aussi sankariste. Je crois qu'il était sankariste. Le MPS est sankariste. Oui, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas vu quelque chose de concret qui me permette d'apprécier quoi que ce soit. Peut-être qu'il était sankariste dans l'âme, mais qu'il n'était pas en position de l'exprimer publiquement. Peut-être que maintenant, il a l'occasion. Moi, j'attends de voir
ce qui va se passer. Et puis il y a les autres partis Alphonse Ouedraogo, qui était déjà de la famille sankariste, on le sait depuis longtemps. Est-ce que ça va être le début de la réunification enfin de ceux qui se réclament de l'idéal sankariste pour se mettre d'accord et organiser le pays de sorte... L'alternative sankariste. Voilà. Merci. Ça, c'est la question qu'on veut. Évariste Fossé-Concebo. Je tombe des nues. Est-ce que... Non, je tombe des nues. Oui, mais on va rajouter une question à cela. Est-ce que il ne faut pas craindre, par exemple, ou est-ce qu'il n'y a pas à craindre une guerre de grosses têtes? Zida, c'est vrai, est donc là, président d'honneur, mais on connaît aussi les ambitions des uns et des autres. Est-ce qu'il ne pourrait pas se poser un problème à cette union-là? Oui, avant de répondre à cette question, je tombe des nues que mon voisin dise qu'on n'a jamais eu d'une politique de gauche dans ce pays. Sous le premier gouvernement Maurice, je vous rappelle que c'est sous la direction de Maurice qu'on avait un système de gestion qui permettait qu'un enfant d'un paysan qui est né dans le village le plus reculé de Burkina puisse faire carrière et même accéder aux plus hautes fonctions de l'administration. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né, je ne sais pas, dans un village perdu, n'importe qui, il y avait quand même l'ascenseur social. Il y avait quand même une justice sociale qui marchait. Alors qu'on vienne me dire, bien sûr, Maurice, pour ses convictions, n'a pas dit qu'il était de gauche. Mais ce système-là n'existe plus. Actuellement, que vous le voulez ou non, de par le fait de la gestion des soi-disant de gauche-là, on a cassé l'ascenseur social. Ça, je peux vous le dire. Alors, est-ce que ça voudrait dire que... non, est-ce que ça voudrait dire qu'on affirme les idéologies, ouais, mais dans la pratique, on ne fait pas des Moi, je parle de... Maître Sankara, il a fait une interview récemment où il a dit que lui, il nie pas le fait de s'enrichir. Il nie pas le fait de faire du profit ou de gagner de l'argent. Mais en quoi, bon, d'abord, toujours est-il qu'il faut me définir le sankarisme et le progressisme. Je sais que le progressisme, c'est la modification d'une société par des réformes ou des moyens violents. Ça, je sais ça. Maintenant, le sankarisme... Non, moi, je te donne la définition que j'ai. Maintenant, le sankarisme, pour moi, tout ce qu'on a voulu faire croire que c'est une... En fait, c'est une question de gouvernance. Je suis désolé. Notre pays, il n'y avait pas de grands propriétaires terriens qui dominaient les autres. Il n'y avait pas les grands capitaines d'industrie qui... C'est une question de gouvernance. D'accord. Alors, oui. Donc, on y va maintenant pour la gestion, l'avenir de ce regroupement-là. Unir MPS. Non, pour moi, c'est un regroupement de mendiants, en fait. L'Unir MPS, on sait très bien que, vous avez vu, le caillou a besoin de quoi? On dit que l'haricot a fait pour avoir de l'huile. Oui, mais c'est ça. Le caillou profite du haricot pour avoir de l'huile. Vous avez vu, immédiatement, la première motion, c'est quoi? C'est un retour sécurisé de leur mentor, Isaac Zida. Et d'un autre côté, d'abord, ils soutiennent, contrairement aux autres qui disent qu'ils soutiennent carrément le gouvernement, ils soutiennent le MPP. Ça, la première motion, c'était ça. Et ensuite, on prend une motion pour que M. Zida, qui a remplacé, dans quelles conditions on sait M. Blaise Compaoré, puisse revenir aux affaires. Il a eu les affaires, il a géré. Moi, je ne me rappelle pas que sous la gestion de M. Zida, on a pris des mesures de gauche. C'est tout à fait indiqué. On a même vu, après, il y a la LCE. Allez voir les dossiers de la LCE. C'est tout à fait indiqué que le regroupement fasse cette motion-là pour demander le retour d'un de ces membres. Mais donc c'est un regroupement pour des intérêts. C'est pas pour servir les gens. Qui ne viennent pas me parler de politique de gauche. D'accord, merci. On va passer la parole à André Jean Ilbodo. Et puis Lengali, je vous permets en même temps d'aussi parler de Lucas Dove-Thiaw. Non, mais attendez, vous avez vu des gens qui se déchirent, qui se défont et qui se refont. Ceux qui étaient, au début, les partis sankaristes, c'était un. Après, ils ont fait la sissi-parité. Aujourd'hui, ils reviennent encore dans le même giron. Je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à regarder dedans parce que, bon, ce sont de vieux amis qui s'étaient quittés et qui reviennent, etc., etc. Donc, je crois que là-dessus, ce que l'on peut dire, c'est si ce regroupement-là pouvait continuer pour qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on ait 2 ou 3 grands blocs. Parce que si on avait effectivement 2 ou 3 grands blocs dans notre parti-là, dans le pays, bien sûr. Oui, dans le pays-là, beaucoup de choses allaient changer. Et comme vous dites de pouvoir parler du nouveau... Le RPD, le Rassemblement RPD. Patriotique pour le Développement. Bon, de l'ancien Premier ministre. J'ai de la misère pour que, en regardant l'ancien Premier ministre Lucas Dove-Thiaw créer un parti. On en a tellement qu'un qui vient se rajouter... Mais Lucas Dove-Thiaw dit qu'il a fait l'opposition, il a fait le pouvoir, donc il est mieux placé aujourd'hui pour donner, en tout cas, des conseils, des avis, et qu'il est la personne indiquée pour dire ce qu'il faut faire pour ce pays. Non, je dis il y a la liberté totale de la création des partis. Donc, peut-être même qu'on n'est pas encore là, on va arriver peut-être à 1000, 2000 partis au niveau du Burkina, à défaut d'avoir 20 millions de partis, chaque Burkinabé étant son propre parti.
Mais aujourd'hui, on aurait aimé que tous ceux qui comptent, par exemple, vous avez vu les images de son congrès constitutif. Il y a de grands pontes du parti qui sont venus. S'ils pensent qu'ils cautionnent ce qu'il va faire là, ils n'ont qu'à se mettre ensemble seulement et créer un seul parti. Or, chacun est venu, encore une fois, je ne vais pas parler comme mon compatriote, mon pays qui disait qu'on a fait la politique du tube digestif. Aujourd'hui, chaque personne crée un parti pour être la tête. Mais la tête de quoi, je n'en sais rien. Mais par rapport au CDP, par exemple, Luc Adolphe-Thiaw a démissionné, il était dans le Haut Conseil et il a démissionné, et il est parti aujourd'hui créer. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait une sorte de transvasement du CDP et de tous ceux qui sont des anciens, etc. On a vu par exemple Mélégué qui était là-bas à cette Assemblée générale et bien d'autres aussi. Et lui-même a appelé ses camarades à le rejoindre. Est-ce qu'on ne va pas voir un CDP bis? Bon, surtout qu'il y a une petite même guerre au sein du CDP. Donc je pense que quand les gens vont finir de luer dans les brancards, peut-être qu'ils vont choisir à un moment donné parce qu'ils disent qu'il faut qu'on décagnote Idi. Si on n'arrive pas à décagnoter Idi, peut-être que c'est eux-mêmes qui vont se décagnoter et puis aller dans d'autres partis. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que il y a tellement de partis au niveau du Burkina qu'à chaque fois qu'une personne qui a pignon sur rue quitte le parti, il part créer un autre parti. Regardez tous les partis aujourd'hui là. Tous ceux qui ont créé les partis, c'est ceux qui étaient dans des partis à un moment donné et qui quand même étaient visibles et qui à un moment donné ne s'entendent plus avec le chef de parti ou bien d'autres partis et qui partent et qui créent un autre parti. Et à cette allure-là, tous ceux qui ne sont pas d'accord, j'imagine par exemple les trois, je ne dirais pas les trois Lascar de Boubacar Diallo. De Boubacar Diallo. Mais on voit il y a 3 jeunes au niveau du CDP qui ruent dans les brancards pour parler de l'OTA, de colonel et puis de conseiller Nga. J'imagine que ces 3-là, quand ils vont, s'ils n'arrivent pas à décagnoter Idi, ils vont sortir. Et c'est chacun de ces 3-là, parce que j'imagine que chacun va créer un parti. On est en attendant, eux, ils disent qu'ils meurent au CDP. Hein. Voilà, donc, Lengani Isaka, Luc Adolphe-Thiaw dit, il vient avec une note d'espoir quand même par rapport à ce qu'il veut faire. Il estime que son parti va corriger les erreurs aussi du régime Compaoré. Avant de parler de Luc, je m'en voudrais de ne pas dire un petit mot sur les sankaristes. D'accord. Mes amis de depuis longtemps. Bon, pour dire que moi, contrairement à Voukouma, j'attends de voir le progressisme des sankaristes. Parce que des partis sankaristes au cœur du pouvoir MPP, tel que nous le voyons aujourd'hui, bon, moi je me dis, ce n'est pas le Sankara derrière lequel j'ai donné ma vie pour la révolution. Donc il y a un autre Sankara. Ça, c'est évident. Donc, ces gars-là, moi, de mon point de vue, et ça, ça n'engage que ma petite personne, alors, mais ils n'ont rien à voir avec, comme ce que Évariste l'a dit, parce que on parle d'idéologie sankariste, mais personne n'a jamais défini ce que c'est qu'une idéologie sankariste. C'est éventuellement, et c'est le cas, c'est la gestion, des méthodes de gestion du pouvoir, au concret, de tous les jours, près des populations. Nous avons la grande chance d'avoir des sankaristes aujourd'hui au cœur du pouvoir du MPP. Moi, j'aurais aimé, mais qu'ils s'inspirent un peu au moins de Sankara, ce qu'il faisait en matière de lutte contre la corruption, en matière, attends, je termine, même dans la guerre actuelle que nous vivons, la révolution a inventé des méthodes de lutte. Mais ici, les sankaristes sont pas au pouvoir. Ils sont en alliance stratégique avec le pouvoir, avec le MPP. Si vous êtes en alliance avec quelqu'un qui fait le contraire de ce que vous voulez, mais si vous êtes un vrai sankariste, ne c'est même pas ça même, si vous êtes un vrai homme, un vrai politique là, mais vous vous dites non, mon ami, c'est pas pour ça qu'on s'est alliés. Et quand vous êtes incapable de faire ce que nous voulons, nous, on va se mettre de côté. Ça, c'est un vieux débat de stratégie, de tactique. D'accord. Alors, mais c'est ça. Mais quand les gens... Mais le problème, c'est que bon... Le problème, c'est quand vous prenez ces sankaristes dans leur vécu, dans leur pratique quotidienne. D'accord. Alors, Lengani... Ces gars-là,
Ils n'ont rien de progressiste. D'accord. On va évoluer pour parler donc du RPD de Luc Adolphe Thiaw qui dit effectivement, Luc Adolphe vouloir Thiaw, corriger les erreurs sous le régime Compaoré. On peut être d'accord, comme on peut ne pas être d'accord sur le choix des hommes politiques de quitter les partis où ils étaient pour en créer d'autres. Ça, chacun est libre de choses. Mais moi, je comprends l'attitude de Luc Adolphe Thiaw comme étant une attitude de révolte. C'est-à-dire, et je comprends, ils sont nombreux au Révolté CDP. contre qui? Révolté Par contre, rapport au contexte national ou révolté contre quelqu'un d'autre? révolté d'abord contre la manière dont le parti pour lequel ils ont sacrifié tant et tant leur vie est aujourd'hui géré. Ils sont révoltés contre ça. De se voir infantilisés, de se voir abêtis, de se voir traités en simple, je ne sais pas quoi. Ça révolte. Et face à cette révolte, et surtout que un parti, le minimum d'un parti, c'est quand même la démocratie, c'est les débats libres, etc., c'est les décisions prises de la majorité, c'est le consensus, etc. Quand on est dans un tel contexte et qu'on ne peut pas faire bouger les choses, on a finalement que le choix de partir. Mais partir vers où? Si on se rend compte que dans le microscope politique, là où on va aller, on risque de subir les mêmes brimades, les mêmes problèmes. On se dit, mais pourquoi ne pas inventer soi-même la roue? Je pense que beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels sont dans ce schéma-là, que je ne partage pas. Parce que moi, j'estime que quand on est dans un parti et qu'il y a des difficultés dans le parti, c'est le meilleur moment pour y militer avec force. Parce que comme j'ai suivi la conférence des jeunes la dernière fois, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme vous avez dit, ils ont dit qu'ils vont mourir au CDP. Effectivement, ils disent quoi? Nous, il est venu nous trouver au parti, on ne va pas partir le laisser. Effectivement, on va se battre à l'intérieur du parti jusqu'à ce que les choses changent dans le sens que nous voulons. Parce que le parti n'était pas comme ça avant. Il a changé. Pourquoi ne va-t-il pas changer demain? Mais si on choisit de partir, mais on renforce le courant nouveau, qui est liquidateur, effectivement. Et effectivement, aujourd'hui, le CDP, qu'on le veuille ou non, comme l'a dit André Eugène, chacun part, il crée son parti. Mais qu'on le veuille ou non, c'est le parti qui s'effiloche. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le CDP, un courant du CDP, va suivre donc Luc Adolphe Thiaw? Pour tous ceux qui sont... Ne serait-ce que ce qui est sûr, vous pouvez être certain qu'aujourd'hui, au Sanguier, le CDP ne va pas compter peut-être le tiers de ce qu'il était. Peut-être. Sinon, même pas même. Parce que je suis convaincu que la manière dont Luc Adolphe Thiaw mobilisé là-bas, et puis il y a d'autres régions où effectivement, il a forcément des gens qui... Un militant perdu, c'est déjà tout parti est un événement qui faut... Alors, mais Lengani, il est aussi question d'allégeance ou d'affirmation, etc. Est-ce que Luc Adolphe Thiaw, c'est toujours dans le même lien Blaise Compaoré, ou est-ce que Luc Adolphe Thiaw, c'est un nouveau... Moi, je l'ai écouté. Oui. Il a parlé de sécurité et de réconciliation nationale. Il dit que c'est les deux grands travaux sur lesquels son parti va... Mais derrière tout ça, il continue avec Blaise Compaoré, ou est-ce qu'il prend son indépendance totale? Pour l'instant, c'est un peu le flou. Kadri Désiré a tenté lors de la présidentielle. Ça n'a pas marché, il n'a pas mobilisé grand monde malheureusement pour lui. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne démarche? On en va attendre de voir. Un mot sur le parti de Luc Adolphe Thiaw. J'étais un peu étonné parce que moi je l'attendais plutôt rejoindre, je le voyais plutôt rejoindre le RPD, mais là, il a décidé de créer donc son parti. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est le dernier premier ministre de M. Blaise Compaoré. Bon, et c'est un ancien militant aussi. C'est pas un ouvrier de la 24e heure, comme on dit. Donc il a ses réseaux. Et c'est un homme quand même qui passe pour être modéré, pondéré. Donc, attendons de voir. C'est très tôt pour pouvoir analyser. Je pense que les jours à venir, comme il l'a dit, les mouvements vont peut-être nous donner plus d'éclaircissement, en fait. J'étais là-bas et je crois que Luc Adolphe Thiaw a insisté sur le fait que son parti va être constitué à 99% de jeunes. Ce sont ses propres mots. Ça veut dire que il va vraiment... Il a appelé aussi Méléga le rejoindre. Oui, mais bien sûr. Oui, mais Méléga, ils sont Méléga, là, c'est les 1%. Là. D'accord. Okay. Merci à vous. Merci à vous qui avez pris
par ce débat. Également, nos téléspectateurs qui ont en tout cas eu l'intention, qui ont manifesté l'intention de pouvoir prendre la parole. Malheureusement, on a des problèmes de ligne, donc on n'a pas pu. Monsieur Touré de Bobo, Monsieur Balboni de Tinkodgo, Monsieur Adamo, je pense, Adama ou Adamo, je sais pas, à Ouagadougou. En tout cas, ce sera pour prochainement avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'étais avec donc Faustin Consembo, Évariste Faustin Consembo, les chroniqueurs médias, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Faustin d'être passé. Lengani Issaka, journaliste et directeur de publication de l'Opinion, à la gauche de Lengani. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Et puis enfin, Vokuma Joacin, directeur de publication de Casseto.net. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.